Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Et bienvenue pour ce webinaire. Nous allons commencer tout de suite, il est maintenant 11h30. Avant de me lancer dans la présentation de ce webinaire sur les 10 étapes pour réussir une stratégie achat, je voudrais que vous puissiez me répondre si vous m'entendez correctement. Oui, parfait, je vous remercie. Alors très bien, on a l'habitude de faire des webinaires donc, tous les mois chez Sourcing Force, BME. On a surtout l'habitude de les faire tourner autour de la digitalisation des achats. On a décidé ce mois-ci et pour les mois suivants de suivre une trame un peu différente et de revenir sur des sujets un peu plus essentiels, un peu plus généraux sur la fonction achat. Et aujourd'hui, on va commencer pour ce premier sur les 10 étapes pour réussir une stratégie achat. Dans ces 10 étapes, on verra des concepts assez globaux sur la fonction achat. Chacun de ces concepts pourrait être approfondi pendant des heures. Donc, le but, ça va être aujourd'hui de les survoler, de voir vraiment ces 10 grandes étapes et tout au long de l'année, approfondir ces étapes et s'améliorer et progresser ensemble sur l'amélioration. Ah, pas de son. Pas de son. Alors, je vais attendre que tout le monde ait du son. Pourtant, certains m'entendent. Vous pouvez me le reconfirmer, s'il vous plaît? Parce que si… Bon, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas de son. Vous allez devoir donc trouver une solution. Nous, on doit avancer sur la présentation du sujet. Alors, ça sera un webinaire qui sera un peu plus court que d'habitude. Il va durer une demi-heure. Donc, je vais me lancer. Donc, je me présente. Je suis Jérémy Ferrer. Je suis donc directeur commercial et l'expert en e-procurement chez Sourcing Force. Mon rôle chez Sourcing Force, c'est d'aider les clients à comprendre leur processus achat, de comprendre l'environnement ici dans lequel ils évoluent et de leur proposer des axes d'amélioration de leur processus d'approvisionnement et de mise en place d'outils d'e-procurement. Sourcing Force, c'est quoi? C'est une solution source to pay qui va rassembler un ensemble de modules achats, donc qui va passer par le module d'e-procurement, mais aussi par des modules d'appel d'offres en ligne, de collecte de documents légaux, d'externalisation des achats de classe C, d'analyse des dépenses, de gestion de la facturation, de référencement de vos fournisseurs dans un annuaire, de l'évaluation de la performance de ces fournisseurs et du suivi des contrats. Tous ces outils, c'est des outils qui doivent vous aider donc, au quotidien dans votre fonction achat et on le verra tout au long de ce webinaire sur les 10 étapes de mise en place d'une stratégie achat. On verra que souvent ces outils apportent énormément en termes de performance et de compréhension de son environnement, même si encore une fois, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas la digitalisation, donc je m'arrête là et je passe donc sur les 10 étapes de la fonction achat. La première étape, l'étape 1, l'analyse des dépenses. Donc, l'analyse des dépenses, c'est vraiment la phase essentielle du métier d'acheteur. Oula, ça va un petit peu vite. J'ai un problème avec mon PC. Attendez. Excusez-moi, petit désagrément. Alors, apparemment, ça ne veut pas lire l'étape 1. Donc, je suis vraiment désolé pour ce petit contretemps. Donc, je vais, bon, pas grave, j'espère quand même que ça sera compréhensible pour tout le monde. Donc, cette analyse des dépenses, c'est vraiment la phase essentielle, primordiale pour la fonction achat sans laquelle aucune stratégie n'est possible. Vous ne pouvez pas mettre en place ou dire que vous mettez en place une stratégie achat sans comprendre l'environnement et où vont les dépenses de votre entreprise. Donc, ces dépenses de votre entreprise, vous devez pour ça donc avoir une vision claire sur où vous achetez, à qui vous achetez et pour quel montant vous achetez. Et vous allez devoir catégoriser ces dépenses par fournisseur et par segmentation achat.
Donc, pour les organisations les plus matures, vous allez avoir un vrai travail de segmentation achat. Pour les organisations les moins matures, il existe des segmentations qui sont déjà existantes et que vous pourrez retrouver, qui peuvent vous aider dans cette première phase donc de compréhension de votre cartographie achat. Comment est-ce qu'on récupère l'analyse de ces dépenses? 3 sources essentielles. La première source qui paraît assez évidente, c'est la finance et c'est aller récupérer l'ensemble des factures et reclasser ces factures en fonction donc de leur objectif et des fournisseurs auxquels elles sont rattachées. La deuxième source qui est également très importante et qu'il ne faut pas oublier, c'est les fournisseurs eux-mêmes. Il ne faut pas hésiter parfois, lorsqu'on a un peu d'opacité, à aller réinterroger ces fournisseurs et leur demander qu'ils nous renvoient l'ensemble de leurs dépenses. Et la troisième source, donc, c'est les clients internes, c'est les personnes qui ont émis des besoins, qui ont passé des demandes d'achat auprès des acheteurs, donc de ces fournisseurs et qui ont souvent une vision un peu plus claire que nous sur les dépenses qui ont été engagées. Bien sûr, tout ça, c'est dans le cas où vous avez du mal à tracer votre demande d'achat, votre commande et la relier à une facture. Si vous avez un outil ou des process qui vous permettent de tracer et de classer l'ensemble de vos commandes, dans ce cas, vous pourrez très facilement, via une simple extraction Excel et des tableaux croisés dynamiques, avoir une vision claire sur l'ensemble de vos dépenses liées à l'entreprise. Alors, pourquoi avoir cette analyse des dépenses? En dehors de la pure stratégie achat, il est également important de savoir ce que l'on dépense pour vérifier que le contrat qu'on a mis en place avec le fournisseur est respecté. Donc, ça évite déjà d'acheter trop cher. Deuxième information, ça permet de lier la facture à un bon de commande. En liant cette facture à un bon de commande, on vérifie que l'acte d'achat est pas sauvage, comme on peut le dire, et on essaye de faire acheter mieux à notre entreprise. Parce que le meilleur achat, c'est souvent celui qu'on ne fait pas. Donc, on a intérêt à avoir un contrôle le plus en amont possible sur cette partie achat. Et bien sûr, sur la partie stratégie, la stratégie numéro 1, suite à cette analyse de dépenses, même si on verra qu'il y en a d'autres, c'est la massification de nos dépenses sur moins de fournisseurs. C'est-à-dire, c'est avec un volume identique de dépenses, parce que le but de l'acheteur, ce n'est pas forcément d'acheter plus, mais en tout cas d'acheter autant, voire moins. Mais en réduisant le nombre de fournisseurs sur lesquels on achète, on augmente cette massification et donc on va pouvoir aller ensuite améliorer notre pouvoir de négociation auprès de ces fournisseurs. L'analyse des dépenses, ça permet également donc de classer les dépenses en fonction de leur priorité. On va en tant qu'acheteur se focus sur les 80% des dépenses les plus importantes. Donc, en général, c'est les 20% de nos commandes ou les 20% de nos fournisseurs qui vont représenter 80% du volume des dépenses. Donc, on va commencer déjà par travailler sur cette catégorie d'achat-là, même si ensuite, selon la maturité de notre organisation, on va pouvoir aller chercher chaque point d'achat va pouvoir être amélioré. Alors, attendez, je vais mettre en pause. Je vais essayer de comprendre pourquoi toutes les étapes passent aussi vite. Et on revient. Je suis désolé, je vais prendre 2 minutes.
Voilà, je suis désolé, je pense que ça fonctionne. Donc, je reprends le partage. Encore une fois, des problèmes. Décidément, j'ai encore d'autres personnes qui n'ont pas de son. Bon, j'espère que ça fonctionne bien pour la plupart d'entre vous. Donc, voilà, je vous ai parlé de l'analyse des dépenses. On va maintenant passer donc à l'étape 2 de cette. Bon, beaucoup de problèmes techniques sur le webinaire d'aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, étape 2, donc, une fois qu'on a passé l'analyse de ces dépenses, c'est l'évaluation de la maturité achat. Donc, l'évaluation de la maturité de ces équipes. Une maturité, souvent, bien sûr, ça se compare avec les meilleures pratiques qui peuvent se faire dans le marché. Une évaluation mature aujourd'hui ne veut pas dire qu'elle sera forcément mature demain, puisque le métier d'acheteur est en perpétuelle évolution. Donc, quel que soit le niveau de maturité de notre organisation achat, on aura toujours comme objectif d'améliorer cette maturité et de mettre en place des plans d'action pour tendre vers l'excellence de notre secteur d'activité. Alors, une évaluation de la maturité, comment ça s'effectue? L'évaluation de la maturité, ça se fait à 360 degrés. Donc, ça se fait aussi bien sur les équipes d'approvisionnement que sur la direction achat, que sur moi-même en tant que responsable achat ou acheteur, sur quelle est la valeur que je peux apporter à l'entreprise, est-ce que j'ai plutôt un apport et une dimension stratégique ou plutôt une dimension très opérationnelle? Et le but de la maturité, donc, ça va être de faire prendre de plus en plus de, de recul à la fonction achat et de lui faire apporter une dimension stratégique à l'ensemble de l'entreprise. Alors, comment on mesure et on évalue la maturité achat? Donc, souvent, on a 4 grands axes sur la maturité achat, mais je vous inviterai à reprendre donc la boîte à outils que je vous propose et la matrice à 8 dimensions. Souvent, la première, c'est la maîtrise de ces processus d'approvisionnement. Le deuxième, c'est notre capacité à analyser, à consolider nos données. Le troisième, c'est la mesure de la performance et les KPI qu'on a pu mettre en place pour, de manière au quotidien, dans la pratique de mes achats, avoir des indicateurs et donc naviguer à vue, naviguer en ayant des informations claires. Et en troisième, c'est le marketing achat et la compréhension de l'environnement et de mes fournisseurs. On définit en général 3 grands niveaux de maturité achat. Donc, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'entreprise approvisionneuse. Donc, c'est celle qui est vraiment axée sur acheter ses produits, les acheter moins cher et éviter les ruptures d'approvisionnement. Le deuxième niveau, c'est ceux qui vont déjà apporter un certain formalisme dans les consultations et dans les appels d'offres. Donc, c'est quand on va commencer à diffuser en interne, à normaliser les documents d'appel d'offres, les cahiers des charges, les documents techniques, savoir cartographier correctement ses fournisseurs et avoir une évolution constante et amélioration constante dans le choix de ses fournisseurs. Le niveau 3 de maturité achat, c'est quand l'équipe achat prend un rôle stratégique et complètement inclus dans le développement de son entreprise, va apporter de l'innovation, va apporter de la productivité à l'ensemble des métiers et pas uniquement à la fonction achat, va apporter du bien-être dans l'entreprise. Donc, tous ces différents niveaux de maturité, bien sûr, ça va dépendre de notre secteur d'activité. Chaque fonction achat va classer selon ces 8 dimensions les dimensions où il est plus ou moins mature et va prioriser les dimensions sur lesquelles il souhaite axer son amélioration dans un avenir plus ou moins proche. Une fois qu'on a donc analysé ses dépenses, évalué la maturité de son organisation achat et de ses équipes, on va pouvoir à partir de là identifier des projets et définir donc des différentes opportunités. Et ces opportunités, donc, on va devoir les classer. Donc, l'objectif, c'est pour chaque opportunité, savoir définir un ROI. Donc, définir un ROI, ça passe par quoi? C'est déjà le gain attendu et l'impact qu'il aura sur les bits. L'impact qu'il aura sur les bits, ça peut être de l'impact direct, donc des gains, donc du saving sur la partie prix, et ça peut également des gains indirects, donc de l'amélioration de process et de l'amélioration de productivité de nos équipes. Le ROI, donc, à côté du gain, c'est un coût. Donc, quel coût ça va avoir
dans mon organisation en termes financiers, mais également en termes de changement au sein de mes équipes. Donc, je calcule ce rapport gain-coût et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir les classer donc des plus profitables aux moins profitables. Mais si c'était que ça serait beaucoup trop simple. Ce que l'on doit faire après, ce qui est très important, c'est la rapidité d'exécution de ces différentes opportunités et projets. Donc, une fois que je sais combien je vais gagner, le but de l'acheteur, c'est d'aller vite, c'est d'aller chercher du gain rapide. Donc, on va classer celles qui sont le plus simples à exécuter, celles qui vont le moins nécessiter d'accompagnement au changement et qui vont entraîner le moins de risques, donc sur un refus des équipes dans la mise en place de ces opportunités. Et surtout, je vais devoir lister ces opportunités et projets sur des horizons long terme. Donc, le but, ce n'est pas forcément de se limiter à un exercice, mais c'est pouvoir avoir une vision sur 3 à 5 ans, donc sur 3 à 5 exercices, et pouvoir présenter ces différents projets à ma direction achat en leur expliquant comment ça va s'articuler et comment je vais les hiérarchiser. L'étape 4, c'est une fois qu'on a défini, donc j'ai analysé mes dépenses, je connais ma maturité, j'ai listé tous mes projets pour les 3 années en cours parce que j'ai su connaître leur ROI, j'ai su identifier les résistances au changement et j'ai su les défendre auprès de ma direction. Une fois que j'ai fait ça, je connais mes objectifs, je vais maintenant adapter mon organisation pour qu'elle soit le plus performante possible dans la réalisation de ces objectifs. La première chose, pour adapter son organisation, c'est savoir communiquer auprès de son organisation. Savoir lui transmettre une vision claire sur moi en tant qu'acheteur, quelle est ma mission, quels sont mes objectifs et pourquoi on a tous intérêt à aller dans le même sens et à réaliser ces objectifs ensemble. Donc, je vais avoir une vraie mission en termes d'acheteur, en termes de faire adhérer l'ensemble de mes collaborateurs à mon projet. Donc ça, l'adhésion au projet, c'est quelque chose qui se fait en amont. Ensuite, il y a la partie mise en place de ces actions pour réaliser mes projets. Et là, je vais devoir avoir une vision et je vais devoir réaliser donc ce qu'on appelle de l'accompagnement en changement. Je vais devoir accompagner les équipes, mes collaborateurs et ma direction dans cette mutation de mon organisation pour réaliser mes objectifs. Donc, je dois absolument faire accepter le projet en amont, mais ensuite, une fois que c'est accepté, ne pas s'arrêter là parce que les réticences peuvent venir au cours du projet. Donc, avoir une communication continue auprès de mes équipes et de ma direction pour sans arrêt leur rappeler de l'objectif et de la mission que l'on partage. Si on veut faire accepter cette vision, mes objectifs doivent correspondre et être en phase avec la stratégie de l'entreprise. Mes objectifs achats peuvent être multiples. Ça ne sert à rien d'aller chercher du saving sur la flotte auto si, d'un autre côté, ma direction a vendu à l'ensemble de ses salariés un large choix de véhicules et une flexibilité complète. J'ai des entreprises qui cherchent à défendre une image en interne et en externe qui peuvent parfois être différentes de celle qui va être défendue par un acheteur. Donc, en tant qu'acheteur, je me dois donc d'aller chercher les objectifs et les projets qui sont les plus adaptés à mon organisation et pour les autres, ensuite, essayer petit à petit de faire accepter ce changement. Ensuite, je dois également me poser la question, organisation, ça veut dire équipe. Donc, de quelle équipe je dispose? Est-ce que mes équipes achats vont être capables d'aller défendre leurs projets auprès des différents métiers? Est-ce qu'ils sont capables de parler le même langage que les différents services qui vont être inclus dans ce changement? Donc, si ce n'est pas le cas, peut-être modifier mon organisation achat, peut-être changer les interlocuteurs ou aller essayer de se former et de s'adapter donc à la compréhension du métier de mon interlocuteur. On reviendra donc juste après sur la partie plutôt capital ressources humaines. Et en dernier, quand on parle d'organisation, c'est pas avoir pour but uniquement une performance achat interne, mais c'est également adapter son organisation aux fournisseurs. Le premier collaborateur de l'acheteur, c'est le fournisseur. Donc, je dois adapter mon organisation pour faire rentrer mon fournisseur dans une logique coopérative. On a besoin du fournisseur, on a besoin d'aller chercher du prix, mais on a également besoin de chercher de l'innovation. Donc, je vais devoir mettre tout ça en place et organiser mes équipes autour de cette recherche de coopération.
Donc, j'ai défini mon organisation et dans cette organisation, comme j'ai pu vous le dire, on a bien sûr un capital humain et mon objectif, ça va être vraiment d'atteindre l'excellence et d'utiliser au mieux les équipes qui me sont confiées. Donc, comment utiliser au maximum les ressources que j'ai à ma disposition et surtout comment faire que ces ressources s'améliorent de manière continue. Donc déjà, je dois vérifier quelles sont les forces et les faiblesses de chacun de mes acheteurs. Ensuite, chaque poste, chaque type d'achat, chaque on va dire, étape d'une carrière achat ou chaque étape d'une hiérarchie achat va nécessiter des compétences différentes. Donc, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais acheteurs, mais le but, c'est de bien identifier les points faibles et de voir comment je vais pouvoir faire améliorer ces points faibles ou au contraire renforcer certains points forts. Donc d'abord, je dois connaître la fiche de poste sur lesquelles évolue mon acheteur. C'est très important de pouvoir mettre une compétence en parallèle d'un besoin. Donc je dois connaître quel est ce besoin sur la fiche de poste de l'acheteur. Une fois que j'ai bien identifié mon besoin, les forces et faiblesses de mon acheteur, je vais mettre en place un plan d'amélioration continue sur la performance de mon acheteur. Pour ça, plusieurs choses. Je vais pouvoir mettre en place des formations. Je vais pouvoir le mettre sur des projets qu'il ne maîtrise pas, avec des personnes qui sont un peu plus matures et qui vont pouvoir lui transmettre du savoir. Et je vais également devoir le motiver sur cette amélioration continue en mettant avec lui en place un plan de carrière, en mettant en place régulièrement des évaluations personnelles et en discutant avec lui de ses objectifs personnels au sein de l'organisation. Et parfois, lorsqu'une ressource n'est pas disponible, savoir embaucher à l'extérieur cette ressource pour aller répondre à mon besoin et améliorer donc mon capital en ressources humaines. Il faut vraiment pas hésiter à mettre le doigt sur les faiblesses des collaborateurs pour savoir mettre en place une stratégie d'amélioration. Et ces stratégies d'amélioration, je le répète, passent par la motivation de mes équipes et l'identification du besoin du poste. J'ai travaillé sur mon organisation donc en interne avec mes équipes et ensuite vraiment le second objectif, c'est de mettre une vraie stratégie fournisseur. Donc comme je le disais un peu plus tôt, le fournisseur, c'est le partenaire numéro 1 et il va être très important de créer de la confiance avec ce fournisseur. Pour créer de la confiance avec un fournisseur, comme d'ailleurs avec les collaborateurs, la première chose à mettre en place, c'est une vraie stratégie de communication avec ses fournisseurs. Et c'est en ayant cette stratégie de communication qu'on va pouvoir ensuite aller rechercher chez le fournisseur ce qui correspond à notre stratégie. Donc, il faut communiquer, avoir une communication de confiance, mais surtout avoir une communication claire sur les objectifs. Toute organisation achat n'a pas comme unique but d'aller chercher du coût. Et si vous avez comme but d'aller chercher du coût, dans ce cas-là, n'hésitez pas, communiquez-le avec votre fournisseur, poussez-le à aller chercher cette amélioration de coût et à vous proposer le produit qui correspond à votre objectif. Mais vous pouvez aussi avoir des objectifs de qualité, des objectifs de délai, des objectifs d'innovation. Et tout ça, ça va passer par cette définition d'une communication claire et ensuite de mise en place de suivi de ma relation avec le fournisseur et de suivi d'amélioration continue de la performance de mon fournisseur. Donc, il faut mettre en place cette stratégie. La mise en place d'une stratégie, ça passe encore une fois, donc je me répète, sur une bonne détermination de mon besoin. Et ensuite, la mise en place d'indicateurs clairs et mesurables sur la performance de mon fournisseur pour savoir y répondre. Donc, je vais devoir régulièrement interroger la performance de ce fournisseur et pour ça, j'ai différentes méthodes. Je vais devoir déjà mettre en place des indicateurs très objectifs, donc qualité, coût, délai. Pour ça, je vais pouvoir, grâce à des outils comme mon ERP ou des outils d'e-procurement, très facilement ressortir ces indicateurs. Je vais également devoir interroger la performance de mon fournisseur sur des indicateurs beaucoup plus subjectifs. C'est-à-dire interroger les personnes qui au quotidien travaillent avec ce fournisseur pour connaître leur avis, savoir quelle est la force de proposition de ce fournisseur, savoir quelle est sa réactivité et sa qualité de communication il a avec mes équipes. Est-ce que mes équipes aiment travailler avec ce fournisseur? Et tout ça, c'est des informations que je dois déceler soit pour faire un travail auprès de mes équipes, soit pour mettre en place un plan de progrès avec mon fournisseur. On peut également aller
intégrer ce fournisseur dans mon évaluation. Je peux aller lui poser des questions, lui envoyer des formulaires. Donc, une fois que j'ai récupéré tout ça, le but suivant, c'est de mettre en place un plan de programme qui va pouvoir être suivable. Donc, je vais devoir le partager avec mon fournisseur, mettre en place des délais, le partager avec la bonne ressource en interne qui va être responsable de l'amélioration de la performance de ce fournisseur sur les indicateurs que j'ai déterminés. L'étape 7, c'est la réduction des risques. Alors, on a vraiment vu, nous, quand on interroge les acheteurs, on a une vraie prise de conscience sur les risques. On a cette augmentation de la pression sur l'acheteur pour contrôler le risque. Mais les risques, ils sont multiples. On a souvent des acheteurs qui viennent nous voir et qui nous parlent de risques de dépendance économique. Donc, bien sûr, le premier risque identifié par l'acheteur, c'est d'éviter que la dépendance de mon service achat ne provienne uniquement de la performance d'un fournisseur ou en tout cas qu'elle soit corrélée à la dépendance de la performance de ce fournisseur. Donc, je dois absolument éviter d'être lié à un panel trop faible de fournisseurs, ce qui pourrait entraîner des risques d'approvisionnement et également des risques de fluctuation des prix puisque j'ai un pouvoir de négociation qui est largement affaibli. Mais les risques, ce n'est pas que ça. Donc, ce que je vais devoir faire en tant qu'acheteur, c'est devoir cartographier tous les risques que j'identifie. Donc, je vais aller voir le service juridique et je vais lui poser des questions. Je vais aller voir ma logistique et je vais lui poser des questions pour savoir quel risque il identifie. Moi, en tant qu'acheteur, personnellement, quel risque j'identifie? Ça peut être des risques très business, mais ça peut être également un risque totalement géopolitique, un risque naturel, un risque de crise économique mondiale sur laquelle de toute façon personne ne pourra échapper. Donc je vais lister tout ça et nous on a défini 5 grandes familles de risques. Le premier, c'est le risque financier. Un risque financier, ça ne veut pas uniquement dire le résultat de votre fournisseur, c'est également sa trésorerie. Encore aujourd'hui, on a des chiffres qui nous parviennent tous les jours. La première cause de faillite d'une entreprise, c'est sa trésorerie. Donc, je dois faire attention aux résultats, mais à la trésorerie de mon fournisseur. Donc, je dois mettre en place des indicateurs de suivi qui me permettent d'identifier ce risque. C'est des risques contractuels. Le non-respect des contrats qu'on a signés, mais également le non-respect des règles d'un pays qui peuvent directement m'impacter par ricochet. Ensuite, des risques techniques. Donc, on revient à la qualité du produit, au délai de livraison et avec pour but donc d'éviter la rupture d'approvisionnement. Et en dernier, celui qui monte le plus dans les organisations achats, c'est le risque d'image. Donc, on y reviendra dessus, c'est la partie RSE. Je ne veux pas être associé à un fournisseur qui ferait travailler des enfants ou pour lequel l'usine au Bangladesh s'écroulerait sur ses salariés. Donc là, je suis un peu sur des cas extrêmes, mais en tout cas, on ne veut pas ce type de fournisseur. Ça peut avoir un impact direct qui entraînera une difficulté, bien sûr, pour vendre, pour motiver nos collaborateurs et pour aller chercher des autres fournisseurs plus performants. Donc, je dois classer l'ensemble de ces risques selon leur catégorie et je dois ensuite interroger en interne la tolérance de mon entreprise à ces risques que j'ai classés. Toutes les entreprises n'ont pas la même sensibilité à l'image qu'elle peut projeter, donc à ce risque image ou à ce risque financier, parce que je ferai une entreprise qui a énormément de trésorerie. J'ai peut-être moins besoin d'assurer mon approvisionnement parce que je suis énormément dans le service et beaucoup dans l'achat indirect. Donc tout ça, je vais identifier ces risques, je vais les classer, je vais les lister par ordre de priorité et je vais les comparer avec ma tolérance au risque. Donc on en vient de manière totalement logique à la responsabilité sociétale. Donc, la responsabilité sociétale, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est se poser la question quel impact mon entreprise a dans la société et quelle image ça renvoie de ma société. L'image, ce n'est pas uniquement, encore une fois, d'un point de vue vendeur commercial. C'est également une image, c'est savoir projeter une image, donner des objectifs, donner une culture d'entreprise qui va mobiliser mes collaborateurs et savoir fédérer mes fournisseurs autour d'objectifs supérieurs ou différents donc de l'aspect financier.
Donc, on va vraiment devoir responsabiliser ses fournisseurs. La manière de travailler de son fournisseur va être totalement intégrée à l'impact qu'on va avoir sur notre environnement, donc la responsabilité sociale. Est-ce que je veux travailler sur des circuits courts? Est-ce que je veux travailler avec des produits qui ont un impact réduit sur l'environnement? Et le but de l'acheteur, ça va être à la fois de concilier cet environnement RSE, donc acheter mieux, et bien sûr avec ses objectifs du quotidien, donc d'acheter à meilleur prix. Donc, le premier point commun qui vient du RSE et de l'objectif de l'acheteur, c'est bien sûr acheter moins ou acheter de meilleure qualité pour acheter moins. Et donc, on va retrouver cet objectif coût-qualité qui va me permettre donc de pouvoir à la fois projeter une image positive de mon entreprise et à la fois de réaliser mes objectifs de saving. Bien sûr, cette responsabilité sociale, comme chaque étape donc de mes 8 étapes, de mes 10 étapes de stratégie achat, demande d'être mesurée. Donc, je vais devoir mettre en place des outils de mesure de mon impact. Et là, ça devient compliqué. Mais heureusement, on a de plus en plus d'outils sur cette partie RSE et on a de plus en plus d'entreprises qui vont pouvoir nous accompagner ou mesurer ou mettre en place des formulaires d'évaluation de ma politique RSE. Je vais définir des objectifs. Il est impossible d'être à la fois le plus performant ou très performant d'un coup sur tous les axes RSE. Donc, je vais devoir en identifier et encore une fois, comme chaque étape, prendre le temps de les classer, de mettre des points sur chacun de ces objectifs et ensuite regarder leurs difficultés à être appliquées et ensuite pouvoir hiérarchiser dans le temps et créer un planning de mise en place de mesures dans cet objectif de RSE. Et vu que l'objectif quand même final, c'est aussi de communiquer auprès donc, des différentes parties prenantes, c'est comment se poser la question, comment je vais communiquer les résultats de ma politique RSE en interne et en externe. L'étape 9, c'est la mise en place d'outils et de solutions e-procurement. Toutes ces étapes que j'ai pu vous citer un peu plus tôt, vous pouvez soit les traiter avec des fichiers Excel et sur des fichiers partagés, et là vous allez perdre beaucoup de temps à faire de la ressaisie, vous allez avoir beaucoup de mal à partager les informations en interne, soit vous pouvez mettre en place des outils qui vont pouvoir automatiser tout ce travail de collecte de données, de retraitement de données, de création de tableaux de bord, de partage d'informations, automatiser certaines actions comme les circuits de validation sur les demandes d'achat. Donc, bien sûr, aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes équipés d'ERP. Ces ERP sont peut-être très bien à jour. Ils vous permettent de gérer un énorme flux d'informations dans votre organisation. Mais maintenant, souvent, ces ERP, ils ont été conçus d'un point de vue très financier et très transversal dans votre entreprise. Ils n'ont pas la capacité de répondre de manière exhaustive ou de manière très performante, très ergonomique sur votre fonction achat. On le voit, nous, on travaille au quotidien avec les modules achats de Sage, de SAP. La première problématique, c'est la flexibilité de ces outils. On a du mal à les faire adapter à une fonction achat moderne qui doit être évolutive, qui doit prendre des décisions rapidement et partager des informations et savoir communiquer auprès de son organisation. Donc, un peu comme sur les différentes étapes précédentes, on va devoir identifier les gains potentiels les plus importants qu'on va mettre en face donc des coûts de mise en place de ces outils avec la difficulté de déploiement de ces outils au sein de notre organisation. Et on va définir une roadmap, donc une feuille de route de déploiement de ces outils d'e-procurement au sein de mon organisation. Vraiment, le but, en tant qu'acheteur, c'est d'arriver à sortir de ces outils ERP qui ont été conçus pour l'ensemble de l'organisation et de prendre un outil qui va m'aider moi au quotidien dans mon métier d'acheteur à augmenter ma performance et à mieux maîtriser les 8 précédentes étapes donc, que l'on a parcourues dans cette présentation. L'étape 10, c'est les indicateurs de performance et les reporting achats. Comme tout métier, ou comme toute action au quotidien, si je veux savoir
où j'en suis. Si je veux être performant dans mon métier d'acheteur, je dois pouvoir mesurer cette performance. Et je dois pouvoir la mesurer au quotidien. Je dois pouvoir savoir où j'en suis sur la réalisation de mes objectifs. Vraiment, le but, c'est un outil de pilotage. On récupère souvent cette image, mais elle est vraie. Quand vous conduisez votre voiture, une voiture, c'est très compliqué. Il y a énormément d'informations, de mécanismes que vous ne comprenez sûrement pas complètement. Et pourtant, avec quelques indicateurs, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. L'environnement achat, c'est le même. On va pas avoir les mêmes indicateurs selon si on a la direction achat ou selon si on est aux achats indirects ou aux achats de production. Donc, je vais devoir définir mes bons indicateurs. Et les bons indicateurs, ce n'est pas uniquement des indicateurs économiques. Le métier d'acheteur, il n'a pas uniquement comme vocation à faire du saving, mais il a une fonction transversale qui va apporter du service à l'ensemble de mes collaborateurs. Et il va également, donc, je vais devoir mesurer ce niveau de service que j'apporte en interne. Donc, on va devoir vraiment définir en interne, selon le métier, selon l'acheteur, selon sa zone géographique, quels sont les indicateurs qui lui permettent de prendre les bonnes décisions. Une fois que j'ai mis en place ces indicateurs, je dois me poser la question à quelle récurrence et à quelle fréquence j'en ai besoin. Je n'ai pas forcément besoin de chaque indicateur tous les jours. Certains, une fois par mois, voire une fois par trimestre, c'est largement suffisant pour prendre des bonnes décisions et pour présenter mes objectifs à ma direction. Ces indicateurs doivent perpétuellement être mis en phase de mes objectifs. Si j'ai défini des objectifs en fin d'année, si je les ai présentés, c'est avec donc une vision que j'ai défendue, c'était pour des raisons. Donc, je dois les mettre en face et je dois pouvoir voir si je suis en train de les réaliser ou non et pouvoir prendre donc ensuite des changements de direction si ce n'est pas le cas. Donc, cette stratégie, donc comme on a pu le voir, nous, on l'a décomposée en 10 grandes étapes qu'on a passées bien sûr assez rapidement. Comme je vous le disais, le but ensuite, ça va être soit nous, soit en invitant des experts de chacune de ces différentes étapes, venir repasser une demi-heure ensemble pour améliorer donc chacune d'elles. Mais la base, comme on l'a vu, c'est vraiment cartographier, analyser ses dépenses, savoir segmenter ses fournisseurs ou ses achats et savoir faire passer ses achats dans cette segmentation pour ensuite mettre en place des stratégies de massification de ces volumes. Le deuxième, c'est l'évaluation de la maturité, savoir où j'en suis par rapport à mon secteur d'activité, quelles sont les dimensions que je vais pouvoir faire facilement évoluer, sur lesquelles je vais avoir intérêt à axer mon développement futur. Donc, je dois connaître la maturité de mon organisation achat, de chacun de mes acheteurs et de ma maturité personnelle dans la connaissance des achats, de ma manière de pratiquer les achats. À partir de là, on connaît nos données, donc on met en place une liste d'opportunités en fonction des gains, des coûts et de la facilité de déploiement et de la rapidité de déploiement. Une fois que j'ai mis en place mes projets, j'adapte mon organisation à la réalisation de ces objectifs et de ces projets. Pour réaliser et adapter son organisation, je dois premièrement travailler sur mes équipes achats, je dois comprendre la force et faiblesse de chacun de mes collaborateurs, les mettre à la bonne place, les faire évoluer positivement et les motiver au quotidien pour qu'ils acquièrent donc des compétences supplémentaires. Je dois savoir travailler avec mes fournisseurs, donc mettre en place une bonne stratégie de communication et correctement définir les objectifs que je vais avoir avec ces fournisseurs. Je vais devoir, une fois que j'ai bien défini mes objectifs, gérer les risques. Donc, quels sont les risques qui sont importants pour mon organisation sans me limiter uniquement aux risques financiers. Dans ces risques-là, il y a un risque d'image. Et dans ce risque d'image, il y a donc la responsabilité sociale. Quelle image je veux transmettre? À partir de cette image, quels sont les axes de responsabilité sociétale et environnementale sur lesquels je veux m'axer? Comment je mesure mon impact? Et comment je communique sur l'impact que j'ai réalisé. Pour suivre l'ensemble de ces étapes, je mets en place des outils d'e-procurement. Je n'hésite pas à aller voir ma direction et je pousse dans la mise en place d'outils. Je défends le ROI qui va être apporté par l'outil et je vais chercher des moyens qui vont ensuite m'apporter de la productivité. Et ensuite, donc, je suis dans une boucle, puisqu'une fois que je vais mettre en place l'outil, je vais pouvoir recommencer, mieux maîtriser mon projet. Et je vais comme ça réaliser cette boucle autant de fois qu'il le faudra pour sans arrêt avoir
une amélioration de ma performance de mes équipes achats. Au quotidien, je mesure cette performance à travers des KPI, donc des indicateurs de performance et des reportings qui vont me servir moi au quotidien à piloter mon organisation achat et également communiquer auprès de mes collaborateurs, mes clients internes pour les faire adhérer à ma vision, mais également auprès de ma direction pour aller ensuite défendre des projets supplémentaires. Et c'est grâce à toutes ces étapes que je vais pouvoir déployer la stratégie. Donc, on a passé les 10 étapes. Alors, je vais d'abord faire un sondage et ensuite je prendrai quelques questions. Vu que j'ai qu'une question, je vais pouvoir répondre. Est-ce possible de clarifier le lien entre politique achat et stratégie achat? Donc, la stratégie achat, enfin, la politique achat, pour moi, mais ensuite on pourra en débattre, je pense, tous ensemble, c'est vraiment la vision que je veux donner aux achats de mon entreprise. Alors que la stratégie achat, c'est vraiment des objectifs clairs et le déploiement d'un ensemble de techniques qui vont permettre de réaliser cette stratégie. Donc, avoir une vision à moyen long terme qui va me permettre d'améliorer la performance de mes achats. Alors que la politique, c'est plutôt un cadre de pensée et d'outils qui vont permettre un meilleur déploiement de cette stratégie. Si je n'ai pas de questions supplémentaires, je voulais vous faire passer un sondage par rapport à la présentation que j'ai pu vous faire, avec pour but de choses, c'est mieux de comprendre donc, nos interlocuteurs et les personnes qui nous suivent, et également de proposer des webinars qui correspondent à votre besoin. Donc, la première question, ça va être que je vais vous lancer, c'est quelle est pour vous la priorité actuelle concernant votre stratégie achat? J'ai 5 réponses. Est-ce que pour vous, c'est d'améliorer la relation fournisseur ou de travailler sur cette relation fournisseur? Est-ce que vous avez une vraie problématique de gestion du risque? Est-ce que vous êtes en phase de réflexion sur la mise en place d'outils et achats, donc d'environnement IT? Plutôt de mise en place de mesures de la performance ou la partie analyse des dépenses, donc plutôt comprendre déjà où va votre argent avant de mettre en place la suite de la stratégie. Je vous laisse 3-4 minutes à tout le monde pour répondre. Donc, on est déjà à 16-17 répondants sur 49. J'invite vraiment tout le monde à répondre. Ça nous aidera vraiment, nous, à orienter les prochains webinars et également comprendre donc, quelles sont les problématiques des acheteurs qui nous suivent. Donc, on a à peu près la moitié des personnes qui ont répondu. Bah, je vous laisse, je vois que ça répond encore. N'hésitez pas. De toute façon, on partagera à la fois la présentation, le replay de ce webinar et le résultat des votes. Donc, j'ai ce premier vote. Encore une fois, je vous incite à y répondre. Après, j'avais une deuxième question à vous poser. Je ne sais pas pour ceux qui, je ne sais pas si vous nous suivez, mais on a plutôt un résultat assez équilibré. La problématique numéro 1 pour l'instant, c'est comme on le disait un peu plus tôt, hein, de plus en plus le risque est une problématique, ou en tout cas un sujet plutôt pour l'acheteur. Et on le retrouve dans ce sondage puisque 8 personnes sur 26, 9 maintenant même, ça augmente, donc ça prend la tête. Leur préoccupation principale actuellement, c'est la gestion du risque. Je vais mettre fin au sondage et je vais vous poser la deuxième question. Je vous partage donc les résultats. On récupérera ces informations et j'avais un deuxième sondage à partager avec vous. La deuxième question que je voulais vous poser, c'était sur votre environnement technologique. C'est comprendre vos organisations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un ERP sur lequel vous travaillez au quotidien pour vos achats, ou est-ce que vous avez mis en place déjà un ensemble d'applications vraiment dédiées achats qui vous permettent de passer vos demandes d'achat, mais aussi, pourquoi pas, gérer vos contrats, collecter des documents légaux, suivre et évaluer la performance de vos fournisseurs.
Bon, clairement, pour l'instant, on a quand même bien les 2/3 des personnes qui participent à ce webinaire qui utilisent l'ERP. Donc, je ne sais pas si vous en êtes satisfait ou non. Donc, s'il y a un vrai sujet de mise en place d'outils e-procurement ou en tout cas d'outils d'aide à la peut-être d'aide à la décision dans le pilotage des achats au quotidien. C'est assez intéressant. Si vous avez des questions sur ces 10 étapes de la stratégie achat, de 1, on a des spécialistes de chacune de ces étapes. Donc, si c'est des questions très pointues, il se fera un plaisir d'y répondre. De 2, on a un vrai plan d'événements et de webinars à mettre en place pour l'année 2020. Donc, ça nous aiderait beaucoup si vous définissez avec nous les priorités et les informations que vous souhaitez qu'on partage avec vous. Et encore une fois, je vous remercie. Vous avez été quand même nombreux à participer à ce webinaire, puisqu'on a été plus de 50 lors de cette présentation. C'est plutôt une belle performance. Encore une fois, je vous remercie. On partage régulièrement sur notre blog, donc sourcingforce.com. Dans le blog, vous allez avoir la rubrique événements. Vous voyez tous les webinars et tous les replays de ces webinars. Donc, ça peut être des webinars animés par moi, donc Jérémy Ferrer, par Monsieur Odino, par Benoît Constanti, mais également par des partenaires que l'on fait participer. On partage un ensemble d'outils, donc toutes les matrices que vous avez vues dans les boîtes à outils de cette présentation que je vais vous envoyer, on les partage également sur notre blog Sourcing Force. Donc, matrice des opportunités, matrice de maturité 8 dimensions, la matrice de Kraljic. On doit bien avoir une vingtaine de matrices que l'on partage, que vous pouvez télécharger avec une explication de comment fonctionne cette matrice. Et vous avez sur ce site internet également, bien sûr, notre contact pour pouvoir nous appeler ou nous envoyer des emails ou même chatter avec nous directement sur le site internet. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.